Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Victor Perazzi. On va parler ensemble d'une nouvelle solution qui ressemble un peu au viager mais qui n'est pas du viager, tu viens de me dire, qui permet en fait d'améliorer l'autonomie mais financière des personnes. Victor, tu vas nous expliquer le projet déjà, d'où ça vient, comment ça fonctionne et tout ça. Et ce que j'aimerais aussi voir avec toi, discuter un peu, ce qui m'intéresse aussi, c'est ton parcours entrepreneurial, puisque tu as été directeur d'EHPAD. Ensuite, tu as lancé une nouvelle offre aussi d'accompagnement avec les autonomies planeurs. Et puis, tu rebondis encore toujours sur le même sujet, sur l'accompagnement des personnes, comment aider au bien vieillir. Ça semble être ton credo. Mon Euh, chevalier. voilà, mais du coup, je voudrais voilà, en savoir plus et avoir ton avis, ton point de vue, comment toi tu vois les choses, ta vision des choses. C'est ça l'idée. Eh ben, super, merci Arnaud. Écoute, est-ce que tu veux que je te commence par te raconter du coup le parcours que j'ai Bah, tu eu peux nous, ouais, en rapide jusqu'aux autonomies planeurs et puis finalement les autonomies planeurs, bah, où ça en est, comment ça a fini, qu'est-ce qui t'a amené toi à un moment à te relancer, à reprendre un chemin, on va dire, un tout petit peu différent, tu vois, bifurqué. Ouais, ok. En fait, c'est vrai que là, il y a une ligne conductrice dans mon parcours qui est celle de l'accompagnement des seniors, des personnes âgées au sens large. J'avais commencé assez jeune comme directeur de maison de retraite, un EHPAD que j'ai dirigé à Aix-en-Provence pendant 3 ans, après des études de management de la santé. Et puis, j'ai eu un parcours dans les cliniques de soins de suite réadaptation avant de créer une boîte dans le care management, tu l'as dit, les autonomies planeurs, et c'était sur la base d'un constat que pas mal de personnes que je voyais arriver dans l'établissement EHPAD que je dirigeais venaient alors qu'elles auraient pu rester chez elles. Et c'est pas parce qu'elles souhaitaient entrer en EHPAD, c'est parce que finalement elles n'avaient pas tellement eu de choix ou d'options différentes, parce que peut-être qu'elles n'étaient pas capables elles-mêmes d'organiser leur vie à domicile, que leurs aidants ou entourage n'étaient pas aptes ou pas la connaissance ou n'avaient pas le temps de le faire. Donc j'avais créé un service qui aidait les personnes et les familles à organiser la vie en toute autonomie. 90% du temps, c'était à domicile, mais c'était aussi dans notre job d'orienter sur de l'accueil familial, résidence-service, EHPAD, etc. C'est un métier qui a pas mal marché, même au fur et à mesure, on s'est rendu compte que nos clients nous demandaient aussi de les aider un peu dans la vie quotidienne. Donc après avoir organisé les choses, ils attendaient de nous qu'on oriente et qu'on organise le quotidien, les rendez-vous médicaux, l'agenda de quotidien, le lien entre tous les intervenants, la coordination. Et donc, on a créé un service de coordination. Et c'est en ça que ce métier, finalement, est entré dans la veine plus large du care management, qu'on a pratiqué, nous, sous forme euh, en présentiel, donc à domicile. Il y a d'autres formes qui se pratiquent plutôt à distance. Et donc, ça a plutôt très bien marché sous l'angle de l'approche et sous l'angle de l'engouement que ça a provoqué dans l'écosystème des professionnels, aussi bien locaux que dans le réseau plus, je vais dire, national, avec pas mal de gens qui m'ont sollicité pour faire le même métier. Il se trouve qu'on avait un petit problème de modèle économique parce qu'en fait, on devait tout à la fois faire appel à des gens très qualifiés pour la partie euh, organisation des choses et on avait aussi besoin de gens qui étaient très disponibles pour se rendre à domicile, passer beaucoup de temps individuel auprès des personnes. Et ça, c'était très coûteux. Et ça aurait nécessité finalement de faire payer le service très cher pour qu'il soit fait de manière euh, suffisamment qualitative, sans prendre trop de temps. Enfin, bref, c'est un problème de modèle économique entre le temps passé et le coût. Et donc, c'est un modèle qu'on n'a pas réussi trop à craquer. Il est arrivé un moment en fin 2021, début 2022, où j'ai souhaité me rapprocher du groupe WeCare,
qui développait le même projet avec Autonomia. Et on s'est dit qu'à deux, on serait plus fort. Et donc, finalement, ce rapprochement a pris la forme d'une vente où, clairement, donc, les Autonomy Planners ont été revendus à Autonomia. Et aujourd'hui, Autonomia continue son aventure en essayant euh, de trouver, de craquer le problème du modèle économique que j'ai cité, avec un aspect qui me semble intéressant dans l'approche de la coordination dans les SAD, les services d'aide à domicile, Mm. où finalement, ils ont une approche, une expertise du H24, 365 jours par an, déjà en place, avec déjà des organisations, des astreintes, des personnes qui se rendent toutes les semaines à domicile à travers les auxiliaires de vie. Et donc, en fait, moi, avant de partir d'Autonomia, j'ai initié ce changement. Et puis, donc, c'est poursuivi aujourd'hui par Ouda et ses équipes, Ouda Karoudi. Ok, Euh, c'est intéressant parce que ça me fait penser au fait que tu vois, en EHPAD, quand tu es directeur, mais c'est aussi le rôle de l'IDEC, du médecin, de la psychologue, tu vois, c'est vraiment l'équipe de direction. C'est vrai qu'on passe un temps complètement dingue à accompagner les personnes qui arrivent, mais tu vois, la famille, à expliquer tout ce qui se passe, comment ça se passe. Alors, pas toutes, mais souvent, tu as quand même les familles qui sont assez en difficulté, la culpabilité, le truc, le changement, presque les conflits familiaux et tout. Et on passe quand même un temps fou enfin, un temps conséquent à les accompagner, et même parfois aussi des personnes qui finalement vont même pas rentrer dans l'établissement, tu sais, où en d'accord. fait, tu es sur la période de préadmission où tu expliques, tu organises et tout ça, et puis finalement, les gens, à la fin, ils te disent, en fait, non, on va pas le faire, ou on va aller ailleurs, mais tu as quand même passé beaucoup de temps, et c'est Mm. vrai qu'en dehors de l'EHPAD, alors sans doute que les coordinatrices de SAD, de SIAD le font, mais en fait, c'est vrai que ça n'existe pas et tu répondais à un besoin ultra spécifique, un vrai problème euh, Mm. pour lequel, voilà, c'est vrai que la réponse, tu pouvais l'avoir, mais si tu allais plus vers les pattes, tu vois, les clics aujourd'hui, ils pouvaient t'orienter, mais ils n'allaient pas, peut-être pas pouvoir aussi autant t'aider. Et puis, il brasse plus Ouais. de... Mais c'était un des services qu'on proposait quand on orientait les gens en établissement. On était là évidemment pour faire les visites, mais pour faire aussi toute la partie onboarding administratif, préparer l'accueil, préparer la partie vêtements, etc. Enfin, tout ça, et en lien avec la famille. On se rendait compte quand même qu'il y a beaucoup d'établissements. En fait, ça nous est arrivé 4 5 fois de le faire. Il y a aussi des établissements qui nous disent, écoutez, merci beaucoup, mais nous, on sait faire, c'est notre job, on gère. Donc, il y avait un peu différentes approches chez certains établissements qui étaient déjà bien organisés pour gérer tout ça. Mm. Mais c'est vrai que je pense le fait que nous, on ait fait toute la partie préqualification quelque part du besoin, du choix de l'établissement en fonction. En fait, il y a toute une partie qui a déjà été faite. Et typiquement, pour quelqu'un qui a besoin d'une unité protégée Alzheimer, on n'allait pas l'orienter sur un établissement qui n'en avait pas. Et cet établissement ne se retrouvait pas à devoir faire ce travail-là. Donc, c'est vrai que ça faisait gagner du temps. Donc, moi, je ne le fais plus, mais Autonomia continue de le faire. Et puis, il y a d'autres acteurs de care management qui sont en physique. Je pense à Expert Autonomie à Bordeaux, je pense à, à Senior Coordination à Rennes. Bon, je les ai pas tous en tête, mais et puis tu as Prevencare, Marguerite, etc., qui font ça Mm. à distance et qui font aussi un bon travail, à mon avis. Ce métier, il va peut-être pas mettre quelque temps à se trouver, à se chercher. Néanmoins, il a un avenir, j'en suis certain. Je veux dire, il y a trop de besoins, il y a trop de familles qui sont dans... Et moi encore aujourd'hui, quand je parle de mon job d'avant, les gens me disent, mais c'est trop cool, il Mm. faut que ça existe. Et donc, mais moi, je suis persuadé que c'est trop cool et qu'il faut que ça existe. Simplement, il faut aussi trouver les modèles. Et je discutais l'autre jour avec une entrepreneur qui vient plutôt du monde de la tech et qui pense pouvoir craquer le système avec aussi des outils technologiques. Et je pense que voilà, il faut toutes ces énergies-là pour y parvenir. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, je me rends compte que faire de la nouveauté, c'est super compliqué. Tu vois, Mm. quelque chose qui n'existe pas. Moi, je me suis rendu compte avec des solutions, des nouvelles formations, des choses un peu tech. Et en fait, tu te rends compte que il faut énormément de temps et d'énergie pour que ça puisse commencer à prendre. Parce que tu vois, enfin, l'exemple que je prends souvent pour expliquer ça, c'est le boulanger, tu vois, des baguettes, des croissants, il va en vendre, pas de souci, parce que les gens, ils viennent pour ça. S'il fait un Mm. nouveau truc un peu entre les deux, ça peut être super. Les gens vont dire, bah, en fait, non, je sais pas pourquoi et tout. Et c'est vrai que quand tu arrives avec quelque chose de nouveau, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut vraiment l'expliquer. Et ouais, c'est dur.
C'est dur. Et puis, dans le cadre du care management, c'est un nouveau service dans un écosystème qui est déjà Qui est beaucoup d'acteurs. dur. Ah, et puis, il y a beaucoup d'acteurs. Tu as la personne elle-même, sa famille, tu as tous les professionnels du soin, tu as tous les professionnels des services et les hospitaliers. Et tout ça, il faut les faire marcher ensemble. Et puis, tu as un système aussi où le financement, dans la logique des gens, il est plutôt pris en charge, où il est Ouais. largement subventionné. Quand tu arrives avec un service qui ne l'est pas, c'est compliqué de faire son trou. Donc, bon, après, moi, cette histoire-là s'explique aussi par, je sais pas, le Covid qu'on a pris en plein milieu de Ouais. l'aventure. Ça nous a quand même pas aidé à aller discuter localement avec les médecins qui avaient un peu autre chose à faire, euh, bien que ça ait créé aussi d'autres opportunités. Mais bon, j'ai à titre perso beaucoup d'apprentissage de cette expérience et surtout, je pense avoir semé une graine quelque part qui à mon avis, a de bonnes chances de germer. Donc, c'est toujours cool. Non, c'est super intéressant. Puis dans tous les cas, ça reste toujours un apprentissage et c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, tu as rebondi, ça fait déjà quelques mois et tu as lancé un... Alors, t'es pas tout seul, mais vous avez lancé une nouvelle offre, un nouveau service, un nouveau projet qui s'appelle Merci Prosper. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bah, avec grand plaisir. J'ai rejoint ce projet en septembre. En fait, j'ai fait la rencontre de Thibaut Corvézier et Anthony Piquet au mois de juin l'année dernière. Et ils étaient en train d'échafauder un nouveau service qui allait permettre aux seniors de regagner en pouvoir d'achat et en qualité de vie. Et il s'adressait spécifiquement à ces seniors qui ont, des difficultés de pouvoir d'achat, mais qui par ailleurs sont propriétaires de leur logement, ce qui crée une sorte d'aberration de se dire, Tain, il y a des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui se privent d'ailleurs sortir avec des amis et donc créer du lien social, qui se privent d'aide à domicile, parfois même de soins, alors qu'en fait, ils ont un toit sur la tête dont ils sont propriétaires. Le constat qu'ils ont fait, c'est que les solutions existantes, elles étaient soit peu connues, soit peu adaptées ou un peu massives. Et tu parlais du viager tout à l'heure. Le viager, c'est une solution qui existe depuis des centaines d'années, qui en fait a l'inconvénient d'être assez euh, radicale. Tu vends toute ta Ouais. maison et tu n'es plus propriétaire, tu touches une grosse somme d'argent ou une rente à vie. Bon, il y a un pari un peu sur la durée de vie qui peut faire peur aussi à la personne, en disant, bah, si je fais ça maintenant, mais que je casse ma pipe dans 2 ans, je suis peut-être un peu perdant. Il y a Ça a un cette... côté bizarre et malsain, hein. Enfin, en tout cas, on n'est pas prêt à ça. Oui, alors malsain, je C'est pense qu'il y a des culturel, acteurs hein. qui ont créé des fonds viagers qui ont permis d'enlever le côté malsain. C'est un fonds qui investit et donc il y a pas... Par contre, pour la personne qui le fait, ça peut être particulier, ça c'est sûr. Tu vois, quand je dis malsain, c'est pas malhonnête parce que le deal, il est clair, mais c'est vraiment le côté, bah ouais, tu paries sur la mort, quoi. Mhm. C'est ça qui fait Oui, non, bizarre quand on n'est pas prêt à faire ça. Alors que ça a beaucoup de sens, hein. Tu vois, quand tu le dis comme ça, les gens, en gros, tu profites pas parce que tu peux rien faire, c'est con. Alors que tu as un patrimoine qui peut t'aider à faire, à vivre un peu comme tu l'entends, quoi. Donc, Exactement. Et pourquoi les gens ne franchissent pas le pas? Donc, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ce côté un peu radical, ce côté pari tu dis sur la mort, moi je dis sur la durée de vie, mais c'est un peu la même chose. ouais, Et ouais. puis, et puis il y a les gens sont attachés à transmettre, en fait, sont attachés à ce qu'ils ont mis des années Surtout, à surtout. construire. Ils n'ont pas envie de le lâcher d'un coup. Alors, ils veulent bien en profiter. Et nous, on le voit avec les gens qui nous sollicitent, bah, ils sont prêts à en lâcher un bout, mais ils sont heureux de garder 80%. Et donc, nous, c'est ça notre proposition. C'est, en fait, vous allez pouvoir vendre une partie de votre maison, vous allez pouvoir rester vivre chez vous, mais vous vendez pas tout. Nous, on va vous racheter, par exemple, 20%. Donc, vous allez rester propriétaire de 80% de votre logement, mais sur les 20% que vous vendez, bah, vous touchez tout de suite l'argent, ou alors de manière mensuelle, mais vous en profitez aujourd'hui, eh bien, pour faire des travaux chez vous, pour donner à vos petits-enfants, pour faire un voyage avec vos petits-enfants, pour tout simplement un peu moins regarder les prix quand vous allez faire les courses, retrouver du lien social. Et ça, c'est véritablement méga important parce qu'on parle de bien vieillir et de bien vivre. On parlait, moi, dans mon expérience, j'ai vu toutes les bonnes solutions qu'on peut mettre en place pour bien vieillir à domicile, avec les adaptations, la téléassistance, le matériel, les services de soins, les services de confort, les services d'animation, enfin tout ça, c'est génial. Si tu coinces pour les financer, au-delà des aides que tu peux avoir, tu peux y renoncer. Nous, ce qu'on propose, c'est justement de ne plus y renoncer. Et puis, tu as tout ce qui se fait hors du domicile, en établissement, par exemple, où nous, notre service peut aider, peut aider à financer une entrée en établissement, en EHPAD. Et ça s'adapte, par exemple, très bien dans le cas d'un couple où monsieur Hmm. reste à domicile,
madame entre en établissement, bon, il va y avoir un peu de double facture quand même. Et donc, bah, notre solution permet à monsieur de rester chez lui et en plus propriétaire majoritaire chez lui, à madame d'être accompagnée de manière qualitative en établissement et avec le budget pour. Ça, c'est super intéressant. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que, en plus, tu vois, dans ces cas-là, tu bénéficies. Il n'y a pas d'aide sociale. Parce que si les gens ont des revenus conséquents, mais pas énormes, et ben, en fait, t'as pas l'aide sociale, mais tu payes l'établissement. Et du coup, celui qui reste à la maison, il a plus rien parce que, en gros, les retraites, elles sont bouffées, par l'EHPAD. C'est pas beau de le dire Exactement. comme ça, mais ouais, Ah, mais celui qui reste, il vit plus, quoi. Limite, il est presque obligé d'aller en EHPAD pour toucher l'aide sociale à deux ou revendre la maison alors qu'il en mm. a carrément pas besoin. Ouais, ouais. Bah, c'est une situation très complexe et qui s'accentue du fait bah, de l'augmentation un peu progressive du prix des établissements, de l'inflation qu'on a connue. Enfin, Parce qu'il y a une terrible ça. inflation, forcément, hein, énergie, alimentation, les EHPAD, sur l'hébergement, c'est ça, quoi. Mhm. Mais voilà, et puis la même inflation à domicile. Donc, en fait, le monsieur qui reste tout seul à Ouais, domicile, il a aussi des charges qui augmentent. Donc, voilà, nous, notre solution, c'est ça. Et donc, pour reboucler avec l'histoire, moi, quand j'ai rencontré Thibaut et Anthony, en juin 2023, je me suis dit, mais en fait, ce qu'ils font, c'est top. Eux, ils viennent du secteur. Pour un, justement, Thibaut vient du Viager. Il avait dirigé le Turgot qui pilotait le fonds Viage Génération, qui était le plus gros fonds Viager. Et Anthony, lui, qui vient plutôt qui était chez Webhelp et qui était spécialiste de la relation client. Et ensemble, et puis assez solide en immobilier. Et donc, il leur manquait un petit peu la brique expérience senior que je connaissais, bien que Thibaut en est entré dans le viager, il avait déjà une belle connaissance. Et c'est vrai que moi, quand je leur ai partagé ma vision de euh, euh, la longévité, le bien vivre et bien vieillir, et que je leur ai dit, il y a en fait des milliards de solutions qui existent. Et moi, c'est tout l'écosystème de la Silver Eco que je connais très bien. C'était mon métier à l'époque de bien les connaître, de pouvoir les recommander le cas échéant. Mais j'ai vu un grand nombre de fois que le bloqueur, c'était les finances. Et ça paraît logique. Et d'ailleurs, nous, dans notre quotidien à tous, je veux dire, il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on ne peut pas faire. Mais quand ce que tu ne peux pas faire, c'est vital pour ton lien social, pour ta vie quotidienne, pour tes soins, pour ton alimentation, pourquoi pas, c'est ça, bah ta là, tu as bonne besoin d'aide. santé, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, donc voilà, moi, quand ils m'ont parlé de ça, j'ai dit bah chaud, je suis trop chaud pour vous rejoindre. Et donc eux, ils avaient déjà bien bossé sur le produit qu'on a affiné. Et en fait, ce qu'on a mis en place dès le mois de septembre, c'est des groupes de travail avec des seniors. D'abord des questionnaires Cali, on a interviewé près de 300 personnes en Cali, mais aussi en rencontre avec un petit groupe. Tu connais peut-être le club Colette qui est sur Paris, et qui propose pas mal d'activités pour les seniors. Et donc, nous, on a organisé avec eux un groupe de travail en fait, qui s'est prolongé sur plusieurs mois. Et on est encore en contact euh, régulier sur WhatsApp avec eux. On leur a demandé clairement quels étaient ben, eux leurs freins, mais surtout qu'est-ce qu'ils pensaient de notre solution, qu'est-ce qu'ils pensaient de notre communication, de la manière qu'on avait de le marketer, de l'expliquer. On a très vite compris qu'il y avait un gros enjeu de pédagogie, un très gros Mm. enjeu de confiance dans notre service et qu'il fallait, à travers nos documentations, qu'elles soient commerciales ou pédagogiques pour expliquer ce qu'on fait, eh ben, elles devaient être très claires, très compréhensibles. Et donc, on est en train de le faire, on est en train de l'améliorer d'ailleurs encore un peu tous les jours. Hein. C'est pas évident à appréhender, mais ce dont on se rend compte aujourd'hui quand on parle à nos prospects, c'est que eux, ils vivent la situation en fait. Ils sont ceux qui nous appellent, ils sont en galère ou alors ils ont un gros projet qu'ils n'arrivent pas à financer, donc ils ont imaginé depuis des mois des solutions. Ils ont regardé le crédit, ils peuvent pas parce que trop cher ou ils sont trop Ouais, âgés. les taux, ils sont trop âgés, c'est foutu, ouais. Voilà, c'est souvent ça. Ils ont regardé le viager, mais en fait, ils n'ont pas du tout envie de casser la tirelire pour ça. Leur besoin, il n'est pas de 300 000, mais il est plutôt peut-être de 40 000 euros. Ils ont regardé d'autres solutions. En fait, ils ont regardé peut-être le pré-viager hypothécaire, mais ils ne se sont pas retrouvés dans une solution qui allait les endetter à nouveau, qui allait mettre une hypothèque sur leur maison. Peut-être qu'ils ont envie de faire aussi une donation de leur vivant à leurs enfants. Et donc, tout ça fait que, en fait, les solutions, elles n'étaient pas OK. Et quand ils nous voient aujourd'hui, ils trouvent en nous une solution intéressante. Et ce que je te disais, c'est que comme ils vivent ces situations, en fait, ils comprennent très vite. OK, moi j'ai un besoin financé, je vais laisser 20% de la propriété de ma maison, je peux financer mon truc. OK, dans 10 ans, quand je revendrai ma maison, j'aurai 80% du fruit de la vente.
c'est déjà pas mal. Surtout entre-temps, comme je suis resté proprio, je vais profiter de l'inflation. Si entre-temps je suis plus là, c'est mes enfants qui hériteront non pas de 100% mais de 80. Mais bon, c'est la vie. Et moi, pendant ce temps, j'ai vécu. Et peut-être que même pendant ce temps, mes enfants n'ont pas été obligés de m'aider eux-mêmes à payer mes soins à domicile, ma vie quotidienne, quoi. Ouais, Donc ça c'est a beaucoup. clair. Oui, que ça a été pris par l'EHPAD parce que tu arrives à gérer à domicile grâce à un financement, en fait. Euh, alors, j'ai deux questions encore à te poser. La première, c'est comment les EHPAD et les directeurs d'EHPAD peuvent t'aider? Est-ce que vous les sollicitez? Est-ce qu'ils peuvent communiquer, proposer ce projet-là? Comment tu vois les choses vis-à-vis des établissements? Clairement, nous, je pense qu'en fait, on peut s'entraider puisque nous, on peut vraiment les aider à, euh, à améliorer leur taux d'accueil. Enfin, je vais dire, c'est pas le taux d'occupation dont je parle, même si en réalité, si, c'est le nombre de personnes qui viennent les voir, leur taux de transformation, c'est ça que je veux dire. Le nombre de personnes qui viennent les voir et qui peuvent finalement se dire, OK, moi, je peux financer un établissement comme le vôtre qui a cette qualité de service, cette qualité d'accompagnement. Il est peut-être un peu plus cher que les autres ou pas, mais en tout cas, moi, je vais pouvoir me le payer grâce à une solution de financement que vous proposez. Donc, et nous, ils peuvent nous aider en parlant de nous, bien sûr, à leurs prospects, et on serait vraiment ravis de le faire. On a déjà amorcé un partenariat assez fort avec, avec Colisée en ce sens. Et il manque plus qu'à le déployer. Et donc, nous, on est aujourd'hui présent en Île-de-France. Donc, on n'est pas présent partout en France aujourd'hui Hmm. pour plusieurs raisons. Mais d'abord, on doit visiter, nos équipes sont présentes en Île-de-France et comme on doit visiter systématiquement les biens sur lesquels on propose une monétisation partielle, il faut que ce soit donc dans une zone géographiquement accessible pour nous. Euh, donc, on est présent en Île-de-France. Et si un directeur d'EHPAD ou un groupe d'EHPAD ou plusieurs directeurs ensemble veulent proposer notre solution dans leur établissement, alors ça peut être à travers, ça peut être dans leur discours d'accueil, discours commercial, ça peut être à travers des flyers qu'on peut nous laisser à disposition. Et bien sûr, on ne demande pas aux gens de parler de notre solution dans le détail. L'important, c'est qu'ils pensent à nous au moment où ils se disent, OK, il y a un sujet de financement de la place pour monsieur un tel, pour madame un tel ou pour le couple, moi, je sais que dans les solutions que je peux proposer, il y a Merci Prosper avec cette solution donc, qui propose de racheter une partie de la maison tout en laissant le droit à la personne de l'occuper à 100%, euh, et ce qui est très vertueux pour eux. Donc, bien sûr, avec grand plaisir. Ok. Votre modèle, du coup, quand vous rachetez une partie, est-ce qu'après la personne elle paye un loyer à 20% ou est-ce que vous misez sur après la revente future? Alors, nous, on ne fait pas payer de loyer, puisque par définition, la personne qui nous sollicite a un problème de pouvoir d'achat. Ouais, Ce qu'on fait, c'est que on va prendre une part supplémentaire du bien. Par exemple, si nous, on devient propriétaire de 20% de la maison, ça nous aura coûté 14%. Euh, d'accord. et c'est parce que pendant les 10 ans à venir, la personne va occuper seule son logement, donc les 6-7% correspondent à une indemnité d'occupation, cette forme de loyer dont tu parlais, mais qui n'est pas payée en physique, mais qui est payée en nature. Donc on pourrait Ouais, dire qu'on fait payer en nature le droit pour la personne d'occuper son logement pendant toute la période où nous, on est un peu propriétaire, mais pas du tout occupant. je comprends. En gros, vous récupérez, vous devenez propriétaire de 20% de la maison, mais vous allez payer ouais, 14-15% et après vous faites le delta en fonction de la durée peut-être. Alors, nous, on part toujours sur une durée de 10 ans. C'est ça que j'ai D'accord. pas précisé. Et ce qui est une grosse différence avec le viager, c'est que nous, on ne se base pas sur la durée de vie. On part sur un contrat. D'accord. Si la personne part avant, soit parce qu'elle veut entrer en EHPAD, soit parce qu'elle veut déménager, soit parce qu'elle est décédée entre-temps, on va lui rembourser toute Ouais, l'occupation qu'elle n'a pas eue. OK? Si d'accord. par contre, au bout des 10 ans, elle veut rester chez elle, là, elle va payer un loyer, mais à nouveau, qui ne sera pas un loyer qu'elle va nous payer en liquide, puisque elle a toujours ces problématiques de pouvoir d'achat. C'est un loyer qui serait une sorte d'ardoise sur, au moment de la vente. Donc en fait, elle va virtuellement cagnotter quelque part un loyer jusqu'au moment où la Ouais, je maison sera comprends. effectivement vendue. Ouais, du coup, il n'y a plus de notion de d'essai, de durée, c'est beaucoup Ouais. plus, enfin, Ah bah beaucoup là, plus. C'est très clair et on n'est pas sur ce sujet-là, quoi.
Exactement, il y a aucun aléa. Nous, tu fais aucun pari quand tu vas avec Merci Prosper. On part sur 10 ans parce que contractuellement, comme nous, c'est un acte qui est signé systématiquement devant le notaire, donc c'est très rassurant pour les familles. Et on doit partir sur une durée. Concrètement, c'est une convention d'indivision qu'on fait. C'est-à-dire Mm. que nous, et alors, pour rentrer dans le détail, quand je dis nous, c'est la foncière Prosper, qui est une Mm. foncière solidaire qu'on a créée, qui est d'ailleurs agréée, enfin, qui est en cours d'agrément ESUS. Et quand on lancera la collecte auprès des particuliers, comme toi, comme ceux qui nous écoutent, ces personnes pourront bénéficier de 25% de crédit d'impôt sur l'argent qu'ils auront mis dans la foncière. Et donc, l'ensemble des investisseurs de la foncière, c'est donc cette foncière qui achète les 20% de la maison de Madame Intel. Et donc, euh, comme je disais, c'est signé devant notaire et donc on part sur un contrat de 10 ans, mais avec cette flexibilité qui fait que la personne est libre de partir au bout de 7 ans si elle le souhaite, tout comme elle est libre de partir au bout de 15 ans si elle le souhaite, et elle va payer finalement ce qu'elle aura consommé. Et donc c'est un contrat qui est très juste pour ça. Ouais, non, mais c'est très clair. Ok. Et du coup, dernière question. Tu es passé de directeur d'EHPAD à... Alors, comment tu te considères entrepreneur ou pas ou voilà. Quel conseil tu donnerais aux directeurs qui veulent se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Elle n'était Euh, pas prévue, hein, cette question-là. Je te non, prends non, par mais surprise. il n'y a pas de, il y a pas de souci. Je dirais qu'il faut, je pense que la direction d'EHPAD, elle prépare pas mal à l'entrepreneuriat, honnêtement. C'est-à-dire que quand tu diriges un EHPAD, tu as déjà des responsabilités un peu solides et des actions sur la partie commercialisation, business et production de chiffre d'affaires, mais aussi sur la partie management. Aussi sur comment tu inclus ton établissement dans un écosystème, dans un réseau, comment tu vas avoir des prescripteurs pour t'aider à vendre. Tu as des relations quotidiennes avec tes clients, ce que tu n'as pas toujours d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, mais là, tu as tes clients sous les yeux tout le temps, tu as les familles, etc. Clairement, ça te prépare pour la partie gestion. Ça prépare pas forcément pour la partie création d'entreprise. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter à s'entourer, éventuellement de partir à plusieurs. Partir seul, c'est quand même ça permet d'aller vite dans les quelques premiers jours, mais c'est rapidement difficile. Et je crois qu'on est dans une période aujourd'hui où, notamment pour ceux qui veulent avoir un projet entrepreneurial avec des levées de fonds éventuelles, c'est quand même plus facile de partir à plusieurs. Euh, et dernier conseil peut-être, mais ça paraît évident, mais de partir sur un projet sur lequel on a vraiment qu'on a dans les tripes, parce que c'est quand même un parcours du combattant qui nécessite de temps en temps de retrouver en soi les ressources intérieures pour se dire pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me permet de continuer d'avancer, etc. Voilà. Ceci étant, c'est une magnifique aventure et je pense que les directeurs d'EHPAD de manière globale sont déjà plutôt préparés à pas mal de choses. Il faut une dose de courage, de créativité euh, et, euh, et d'enthousiasme. Mais clairement, ceux qui veulent le faire, allez-y, hein, c'est un chouette. Et surtout qu'il y a énormément de choses à faire dans notre économie pour les solutions du bien vieillir en tant que telles, y compris pour les solutions de financement. On en a parlé, mais on va avoir besoin de toutes les énergies. Donc, Ok, lancez-vous. super, c'est marrant parce que courage, créativité et je dirais c'est presque aussi ce qu'il faut pour être directeur, tu vois, de se dire à un moment, il faut se lancer, puis avoir le truc aussi, le projet vraiment, en avoir vraiment envie parce que c'est passionnant, mais Ah, c'est pas mais toujours simple. les directeurs d'EHPAD, ils ont les armes, hein, franchement. Quand tu sors d'un métier un peu pépère, tu te retrouves dans la machine à laver d'entrepreneuriat, tu comprends pas ce qui se passe. Quand tu as été directeur d'EHPAD, tu sais ce que c'est les sevrage, quoi. Donc, tu Ouais, as de la machine à laver. Donc tu en as vu dans tous les sens. Tu n'as pas de journée qui se ressemble. C'est un peu pareil. Franchement, c'est un peu pareil. Et à la différence près que si tu es directeur d'EHPAD dans un groupe, il y a pas mal de choses qui sont gérées au siège, dont tu n'as pas à te préoccuper sur toute une partie un peu, on va dire, financement, comptable, trésorerie, juridique, etc. Mais bon, quand bien même, on est proche de ces sujets-là au ouais. quotidien. Donc, Mais je pense que la bonne pratique, c'est justement de s'entourer, de déléguer ces choses-là, en fait, qui sont assez secondaires, parce que sinon tu risques de t'éparpiller, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti.
Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, quand tu commences, c'est pas facile de déléguer tout, tu vois. C'est-à-dire que, mais bon, effectivement, s'entourer d'un bon expert comptable déjà, par exemple, bah, ça, il va t'aider sur C'est le certains début, ouais. dossiers. ChatGPT peut peut-être t'aider à faire d'autres trucs maintenant, ce que j'avais pas moi, il y a 6 ans quand je m'étais lancé. Mais non, non, mais clairement, des- il y a des belles choses à faire. Donc, ouais, il faut pas hésiter. Donc, les directeurs d'EHPAD qui écoutaient, si vous voulez m'envoyer un message pour qu'on parle d'entrepreneuriat, avec plaisir. Et si vous voulez m'envoyer un message pour qu'on parle de Merci Prosper pour pouvoir proposer une solution de financement dans vos établissements, bah, avec grand plaisir également. Donc, LinkedIn étant le meilleur moyen de me joindre. Parfait. Eh ben merci. C'est un très bon mot de la fin. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.